l'ELMS était pour la première fois de sortie sur le Mugello en Toscane en Italie pour l'avant-dernière manche de la saison 2024 et avec Laurent Mercier, nous étions sur place pour couvrir cet événement avec pour ce qui concerne la course finale des 4 heures de dimanche qui ont été plutôt animées en piste, hein, Laurent, la victoire pour Iron Lynx, Proton et le trio Jonas Reed, Matteo Capietto et Matteo Cheroli sur l'Oreca 07 numéro 9. Mais l'objet, Laurent, de ce podcast, ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, ça va être un peu de faire le tour d'horizon de cette catégorie LMP2 en European Le Mans Series. Pour voilà, voir un peu l'état des lieux avec toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, les idées aussi pour 2025, puisqu'on sait que la catégorie prend de l'ampleur, on le voit, on l'a vu nous durant tout le week-end au Mugello avec une grille pleine, un paddock plein et pas mal d'équipes qui ont évidemment l'envie de revenir l'an prochain, voire pour certaines l'envie d'arriver, puisque vous avez pu voir qu'il y a certaines annonces qui ont été faites au niveau de la catégorie LMP2 globalement. Laurent, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette grille de départ ELMS dans sa globalité et plus particulièrement pour le LMP2? Pour nous, c'était la première visite de l'année en OLMS, parce qu'avec tous les différents clashs de dates, c'est difficile d'être partout à la fois. Écoute, franchement, c'est plein. C'est plein en OLMS, c'est plein en Michelin Le Mans Cup, et ça grossit en Ligier European Series. Donc, au niveau du championnat labellisé LMEM, ça fonctionne plutôt bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, moi, ma dernière visite à l'ELMS, c'était la finale de Portimao l'année dernière, et tu vois qu'il y a quasiment les mêmes protagonistes, hein, en grande partie, qui déjà travaillent pour l'année prochaine, parce que je pense que tout le monde veut revenir l'année prochaine, comme tu l'as dit, avec d'autres équipes qui veulent arriver. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde Et c'est visiblement. un peu ça, le truc, c'est que c'est un peu un problème. Je sais pas si on peut appeler ça un problème de riche. Il y aura pas de place pour tout le monde. Il y a même, enfin, on a même discuté avec des équipes ou des nouvelles équipes qui voudraient arriver, notamment au LMP2, malgré des LMP2 qui arrivent quand même. Allez, en fin de vie, on va dire. Et il y a encore des équipes qui veulent s'engager, mais il y aura jamais de place pour tout le monde. Le LMP3 avec les nouvelles voitures, avec le moteur biturbo, avec les quatre châssis, hein, donc qui sont toujours homologués avec Ligier, avec Duquesne, avec Hades et avec Ginetta, qui vont rentrer en action l'année prochaine uniquement donc en ELMS et Michelin Le Mans Cup. Là aussi, ça s'annonce complet, et le GT3 qui ne cesse de se développer. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une série qui connaît pas la crise. C'est un championnat qui est toujours aussi disputé. C'est un championnat où c'est toujours aussi sympa de travailler aussi, il faut le dire en tant que journaliste, parce que c'est beaucoup plus facile qu'en WEC, et on peut faire une comparaison. Tu vois, le week-end d'avant, on était en GT World Challenge Europe à Monza, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va un peu où on veut, quand on veut, voir qui on veut, et on n'est pas, entre guillemets, fliqué par les attachés de presse qui te demandent d'aller là-bas à telle heure, à tel endroit où tu es enregistré. Donc ça, franchement, c'est quand même un vrai plaisir de pouvoir travailler en toute tranquillité, on va dire, et de pouvoir voir qui on veut quand on veut, et de ne pas avoir une nuée de journalistes qui ont les mêmes questions, les mêmes réponses. Mais non, franchement, bien, rien à dire. Niveau organisation, de toute façon, c'est la même chose, hein. Il n'y a rien à dire aussi. C'est une série qui est suffisamment bien rodée, même si là, on pouvait s'attendre quand même à quelques petites. Enfin, on va pas appeler ça difficulté, mais c'est la première fois que le LMS va au Mugello. Donc, forcément, c'est un circuit qui a ravi tout le monde, parce que déjà, c'est un circuit nouveau pour pas mal de gens. Pour l'organisateur, c'est un circuit où il y a quand même pas mal de dénivelé, pas mal de sections un petit peu différentes, avec des virages plutôt rapides, des virages plutôt lents. Donc, franchement, tout le monde était plutôt content. Si on devait mettre un bémol, c'est plus l'hébergement, mais ça, le championnat y est pour rien. C'est juste que il y a pas énormément d'hébergements aux alentours, mais franchement, je pense que tout le monde était content d'être au Mugello. En plus, par rapport à la météo, c'était plutôt pas mal dans l'ensemble. La météo était plutôt clémente. Et non, franchement, il y a que du positif à tirer de ce déplacement au Mugello. Ouais, Mugello, comme tu dis, un circuit gros cœur, hein, comme beaucoup de pilotes nous l'ont confié, avec une piste qui a beaucoup dégradé. Ça a été un des principaux points mis en avant par les ingénieurs, les pilotes ou les responsables d'équipe qu'on a pu croiser tout au long de la semaine, hein, entre jeudi et dimanche. Et avec un circuit aussi où la gestion du trafic avait son importance. On l'a vu en course, le trafic a piégé malheureusement plusieurs pilotes. Mais oui, le LMS est plus, si on élargit un peu le champ de vision, la pyramide, hein, Ligier, Michelin Le Mans Cup et ELMS, fonctionne plutôt bien. Il y a même l'exemple, Laurent, de Gillian Orion, hein, qui est aujourd'hui en ELMS, qui est passé par la Ligier European Series
pour rebondir dans sa carrière, passer ensuite en Michelin Le Mans Cup, aujourd'hui en ELMS, et en fin de saison, Laurent, il aura l'opportunité d'être au rookie test à Bahreïn. Donc c'est aussi la preuve que là, la pyramide assez haut, on va l'appeler comme ça. Bah, Là, pour le coup, pour Julien Henrion, a fonctionné. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra pour lui concrétiser ça à l'avenir et passer le dernier échelon LMP2. et c'est plus à moi de te poser la question d'ailleurs, parce que toi, c'était une découverte, l'European Le Mans Series. Moi, c'est un championnat que je connais bien, mais toi, c'est plus une découverte, donc c'est plus à toi de donner tes impressions qu'à moi au final. Ouais, le LMS, première fois absolue, hein, pas que au Mugello, parce que toi, le Mugello, tu connais depuis 18 ans. plusieurs années, voilà, 18 ans. On voulait pas dire l'âge, non, non. Oui, depuis que tu étais venu, c'était le FIA GT, donc là, c'était une autre époque. Mmh. Ouais, le LMS, comme tu dis, c'est très agréable de travailler, c'est très ouvert. Et après, on reste quand même dans l'environnement prototype. C'est vrai qu'on est, nous, plus axé GT3, GT4. C'est bien aussi, à titre personnel, de se rediversifier, parce que hors 24 heures du Mans, c'est sûr que pas l'occasion de voir souvent les LMP2 en action, et c'est vrai en jetant un œil en bord de piste, ça va quand même. Là, pour le coup, Mugello, en plus avec les caractéristiques de la piste, c'est sûr que ça va très vite. Et puis, on a quand même, Laurent, une grille de départ. Quand on regarde le nom des pilotes en LMP2, on a des grands noms, hein, des Patrick Pilet, on a des Tom Dillman, on a des Paul Di Resta, Louis de Letraz. des Louis Delétraz, des Robert Kubica, bon, on peut en passer toute la liste comme ça. Et le niveau est incroyable, et c'est un peu ce qui ressort aussi des discussions avec tous les acteurs, hein. C'est que nous, on est habitué à avoir des grilles de départ en GT3 et des qualifications qui se jouent à quelques millièmes. Là, c'est pareil, hein, c'est très très serré. On voit des fois des noms qui sont sur la grille de départ en 7 ou 8e position. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand on regarde au-dessus, on se dit, ah oui, d'accord, il y a quand même des sacrés coups de volant qui sont engagés. Et cet attrait de la catégorie, on voit, je prends l'exemple de Patrick Pilet, avec qui on a pu longuement discuter, qui est quand même un pilote, certes, qui a commencé en monoplace, mais qui ensuite a fait la plus grande partie de sa carrière en GT, qui est ravi de rouler en LMP2, parce que ça lui rappelle vraiment ses années monoplace, avec des voitures vraiment voilà, très, très précises, très pointues, et c'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Et je pense que c'est la même pour tous les acteurs qui sont engagés dans cette catégorie, que ce soit pilote pro ou aussi pilote amateur, qui trouvent leur compte, hein, dans cette catégorie LMP2, puisqu'il y a évidemment le LMP2 Pro-Am comme classement aussi dans les courses LMS. Donc c'est sûr que très bonne santé du LMP2 actuellement, c'est un bon point et pour le championnat et pour le sport auto global, hein. Je pense que Laurent est d'accord aussi que l'Asian Le Mans Series, qui est un championnat qui met grandement en avant le LMP2, aussi fait le plein pour la prochaine campagne. Et on retrouvera des noms qui sont aussi en ELMS, hein, dans cette série. Donc La plupart. c'est la preuve que le produit LMP2, hein, fonctionne. On répète souvent dans les articles sur Endurance Info que c'est une catégorie où il n'y a pas de BOP. Vous allez dire qu'on fait une fixation sur ça, mais c'est ce qui ressort des discussions avec les acteurs, c'est pas que notre point de vue. Et c'est sûr que pour les pilotes, c'est parfait, parce qu'ils y peuvent se mettre en avant, eux, en plus du travail de l'équipe. Donc c'est certain que c'est parfait, notamment pour les jeunes, pour se mettre en avant. Et certains qui visent peut-être à plus ou moins long terme des contrats professionnels, c'est sûr que s'ils arrivent à se mettre en avant dans une catégorie LMP2, c'est sûr que ça leur fait une bonne promotion. Ouais, c'est clair, pas de BOP, pas de BOP en LMP3 non plus. En GT3, il y a une BOP, mais il y a aussi un Success Ballast. Mais pour être honnête, tous les acteurs en LMGT3 avec qui on a discuté, même si là il y a une balance de performance, j'ai pas moi, enfin je sais pas toi, mais j'ai pas moi connaissance de gens ou de pilotes ou de teams qui se sont plaints de la BOP. Ça a l'air beaucoup plus limpide, on va dire. Le plateau P2 est plein, la disparité, enfin la cohabitation LMP2 et LMP2 Pro-Am se passe quand même plutôt bien, et on a affaire à quand même des pilotes de premier plan. Et pour parler des équipes et pour parler, on a quand même fait pas mal d'articles cette semaine surtout sur l'année prochaine par rapport aux différentes équipes. Et toutes les équipes avec qui on a discuté, de toute façon, si elles n'ont pas signé par rapport aux engagements encore, elles vont signer, parce que toutes les équipes veulent revenir. Il y en a même certaines qui ont déjà des équipages pour l'année prochaine. On a des nouvelles équipes qui voudraient arriver en LMP2, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça va forcément poser problème, parce que tout le monde va pas pouvoir venir. Il y a aussi le nombre de places de 15 LMP2 pour les 24 heures du Mans l'année prochaine, qui sera évidemment renouvelé, même si cette année, en plus, on en avait même jusqu'à 16. Mais là, il n'y a pas de crainte à avoir sur le nombre de LMP2 l'année prochaine au Mans, parce qu'on sera toujours à 15. Mais maintenant,
On sait que la plupart des programmes LMP2 se montent aussi autour du programme des 24 heures du Mans, sauf que tout le monde n'y sera pas. On en saura plus à Portimao parce qu'il y a déjà des invitations qui seront décernées après l'European Le Mans Series, parce qu'après, pour les autres, il faudra attendre la fin de l'Asian Le Mans Series, donc l'année prochaine, et aussi le comité de sélection. Et l'IMSA Et les l'IMSA résultats. aussi, donc c'est sûr que tout le monde ne sait pas encore s'il ira au Mans, mais on a pu, ouais, on a toutes les équipes avec qui on a discuté dans les différentes catégories, tout le monde veut revenir l'année prochaine, ce qui est quand même une preuve de bonne santé. Au niveau des LMP3, par contre, si tout le monde veut revenir, par contre, on ne sait pas avec quel châssis parce que enfin, les voitures ne sont pas encore homologuées, il n'y a pas encore eu d'homologation finale et les équipes attendent un petit peu cette homologation finale avant de se décider pour essayer pour essayer les différents châssis avant de prendre une décision pour l'année prochaine, mais il y aura forcément pas mal de LMP3 aussi l'année prochaine, que ce soit en European Le Mans Series ou en Michelin Le Mans Cup. Et puis du côté du GT, ben, c'est un petit peu la même chose. Bon là, il y aura pas trop de surprises à attendre, mais ça discute quand même fortement pour 2025 et la plupart des équipes qui ont une voiture bah, aimeraient bien passer à deux, sauf que tout le monde ne pourra pas passer à deux, hein. Tout va plutôt dans le bon sens. Comme tu disais, le LMP3 va connaître quand même un sacré changement avec les nouvelles voitures qui sont encore en essai, hein, pour beaucoup avant les phases finales d'homologation. C'est vrai que le visage de la grille qu'on connaît aujourd'hui avec principalement Ligier et Duquesne pourrait changer au niveau de la répartition. Ça sera évidemment au choix des équipes selon leur affinité avec les constructeurs. Et c'est sûr que ça amènera quelque chose peut-être supplémentaire aussi au championnat, hein. On voit les deux aujourd'hui, Ligier et Duquesne, les deux voitures sont performantes, sont fiables, hein, aujourd'hui. Voilà, maintenant, les nouveaux produits, ça sera aux équipes et de faire leur choix selon ce qu'ils verront. Et en LMP2, évidemment, Oreca qui est la seule marque, le seul constructeur représenté. Et c'est vrai, pour reprendre ce que tu disais par rapport évidemment les 24 heures du Mans qui acceptent encore le LMP2, c'est vrai que la fin des LMP2 en WEC, on ne savait pas trop comment allaient réagir les équipes. Et en fait, le LMS leur offre une plateforme qui est parfaite pour elles, hein, puisque c'est sûr que ça leur permet de visiter certains des plus beaux circuits en Europe, d'avoir un programme conséquent, les courses de 4 heures, donc ça fait quand même des beaux roulages avec Laurent, notamment les journées d'essai avant les meetings, hein, aussi, qui donnent du temps de roulage, donc tout s'articule bien pour les équipes. La plateforme, couplée aux 24 heures du Mans pour certaines des équipes, hein, ça offre un programme conséquent. On verra 2025, ça risque d'être un petit peu l'embouteillage, un petit peu. On va voir comment la CO va gérer cette question parce que il y a toujours un moment l'aspect aussi des circuits qui peuvent pas accueillir Non, et puis au niveau des bâtiments, on peut pas accueillir non plus toujours toutes les équipes. on devrait connaître rapidement le calendrier Oui, 2025, hein, exactement. je pense, assez très rapidement. Ouais, c'est pas un secret, il y aura forcément de la nouveauté, il y aura au moins il y aura une nouveauté, ça c'est sûr, mais ça va arriver assez vite. C'est aussi difficile de faire des pronostics, hein, c'est un peu le cas dans les différents championnats, mais c'est le cas aussi en ELMS, et même en Le Mans Cup d'ailleurs. Donc voilà, donc beaucoup d'ouverture, beaucoup de discussions en ce moment, dans les différents, championnats, dans les 2 championnats. Ça discute aussi pour le WEC, notamment pour le GT, hein. Il y a des essais qui ont eu lieu où il y a des équipes qui testent des pilotes, qui sont en ELMS ou qui sont dans d'autres championnats pour l'année prochaine, hein. On vous en dira plus, au travers de différents articles, mais ça travaille dans l'arrière-cour et Et, comme et c'est la preuve que la plateforme fonctionne pour aller aussi encore à l'étape au-dessus de la ouais, pyramide ACO. et comme tout le monde ne pourra pas forcément aller en WEC, bah, la deuxième plateforme en dessous, ça reste l'European Le Mans Series et comme tu le signalais, avec, un Julien Orion, qui a gagné aujourd'hui en plus en LMP3 et qui va faire donc le rookie test en GT3, à Bahreïn en WEC, au lendemain de la finale sur la Porsche, de Pure Racing. Bah, ça montre que la filière elle fonctionne parce que Julien il a commencé en Ligier European Series avant de passer en Le Mans Cup, avant de passer après en European Le Mans Series et toujours en plus au sein du team Virage. Et il y a plusieurs équipes maintenant bah, qui sont présentes un petit peu partout, hein. C'est le cas de ANS Motorsport aussi, qui est pas encore en ELMS, mais qui aimerait bien y aller l'année prochaine. Des équipes qui essaient de multiplier un petit peu les programmes et multiplier les championnats sur la même plateforme LMEM. Ouais, on voit Inter-Europol, hein, qui est également présent dans les différentes séries, hein, qui sont dans les meetings ELMS. DKR a également P3, P2, alors certes qu'en ELMS cette saison, mais c'est les exemples typiques des équipes qui ont leur propre filière dans la filière ACO. Et c'est aussi là que pas mal d'équipes arrivent à sortir
arrive à sortir des jeunes. Et ça montre aussi le LMS. On peut prendre le cas d'Ultimate, qui est certainement la plus petite équipe. La plus petite équipe, je veux dire, en termes de personnel et tout. Et parce que c'est pas une équipe entre guillemets professionnelle, parce que tous les gens qui sont dans l'équipe, les pilotes y compris d'ailleurs, ont un métier la semaine. Donc pas d'entraînement. Eux, ils sont pas venus rouler au Mugello. Ils ont découvert un petit peu ça sur place. Et si on regarde Ultimate, bah, ça termine dans le top 5 de la catégorie LMP3. Et c'est très peu de personnel. Il n'y a pas un réceptif de fou et tout, mais tout est dans la voiture et ça fonctionne bien. Donc ça prouve qu'en travaillant et en ayant les personnes qu'il faut au bon poste, bah, ça fonctionne et que c'est pas toujours ceux qui mettent le plus de moyens qui raflent la mise à la fin. Laurent, toi qui as vu le LMP2 évoluer depuis plus que moi sur toutes ces années, comment tu juges cette évolution aussi par rapport à ce que toi tu as vu il y a quelques temps, avec que ce soit le niveau des équipes, que ce soit dans un sens aussi le niveau des pilotes? On sent cette vague, cet élan de prise de niveau à tout point de vue, hein. Je pense que Bah, c'est un peu ça quoi aussi. moi, mon premier inside dans un team, pour avoir suivi un team sur toute la course, ça remonte à 2005 en ELMS. Donc c'était à Spa, au sein de l'équipe de Pierre Bruno avec ses Pilbeam. Et là, enfin, franchement, on est dans un autre monde. Parce que là, tout s'est très professionnalisé, mais c'est la même chose pour le GT World Challenge Europe, par rapport au Blancpain Endurance Series de 2011. Donc tout s'est professionnalisé, on a les meilleurs pilotes qui sont là et on a de plus en plus de jeunes pilotes. On peut prendre le cas d'Adrien David qui roule chez Race GP, qui a un produit, lui, par contre, RS GP, et qui peut être appelé évidemment à taper à la porte LMP2. C'est la même chose pour Gaël Julien qui roule chez RLR M Sport. Et on a de plus en plus de jeunes pilotes qui viennent se rôder un petit peu en prototype. Et avant de gravir les échelons, parce que maintenant, bah, tout le monde vise un volant en hypercar et le championnat ELMS s'est fortement développé ces dernières années et profite aussi de la bonne santé du WEC et profite de l'arrivée des constructeurs en hypercar, l'arrivée des GT3. Maintenant, on a les mêmes voitures en ELMS et en WEC. Donc forcément, bah, c'est un plus et tout le monde a bien compris que c'est là aussi où il fallait être et qu'on a deux championnats européens qui sont forts. On a le LMS qui regroupe plus le côté prototype Code GT et le GT World Challenge Europe de l'autre côté qui là est organisé par SEO avec que des GT3 et le mix des deux fait qu'on a les deux championnats d'endurance majeurs en Europe. Ouais, et puis pour poursuivre sur ce que tu disais pour les jeunes, c'est vrai qu'il y a quand même, on voit, quand on regarde la liste des engagés, il y a quand même des noms qu'on voyait il y a quelques temps dans les formules d'accession à monoplace. Malheureusement aujourd'hui, que ce soit budgétairement ou aussi question de place, c'est assez compliqué aujourd'hui en monoplace. Et pas mal de jeunes qui visent à devenir professionnels se tournent vers l'endurance. Et Adrien David est un très bon exemple pour essayer de progresser dans leur carrière en sport automobile. Et c'est là où la plateforme complète qu'offre la CO avec l'IJ European Series, Michelin Le Mans Cup et ELMS, fonctionne bien pour eux, puisqu'ils peuvent, comme tu dis, avoir une première approche, que ce soit en ligier ou en LMP3 pour certains qui sont déjà allés assez loin dans les pyramides monoplaces. Et on a vu, nous, notre exemple à Monza le week-end dernier avec Sergio Sette Camara, qui est depuis de longue date un pilote monoplace, mais qui voilà, va sans doute se réorienter vers le GT, et il a choisi le GT3 pour cela. Et bon, certes, il a choisi le GT World Challenge, mais c'est quelque chose qu'il aurait très bien pu faire peut-être en ELMS ou en Michelin Le Mans Cup Mais s'il y avait eu une opportunité. il suffit d'aller discuter avec Thibaut de Mérindol, qui est le patron de RSGP, donc qui fait rouler Fabien Michal et Adrien David en Michelin Le Mans Cup. Et RSGP est connu quand même pour jouer les premiers rôles aussi bien en FRECA qu'en F4. Et bah, depuis que le team est en endurance cette année, parce que c'est la première année de l'équipe en endurance avec une Ducane des 08 en LMP3, bah, il y a de plus en plus de plus en plus de jeunes pilotes qui viennent un petit peu taper à la porte pour essayer de faire un essai, pour voir ce qu'il est possible de faire, parce que tout le monde n'ira pas en Formule 1, ça c'est sûr. Déjà d'une, tout le monde n'a pas le budget, tout le monde n'a pas les compétences pour, Et, et il n'y a pas de et les place. places, elles sont Voilà, limitées depuis des donc années. l'endurance, c'est une bonne, je vais pas dire, on va pas dire que c'est une solution de repli parce que c'est pas ça, mais une belle réorientation de carrière. Et que bah maintenant, on a de plus en plus de teams. On l'a vu avec Prema aussi, hein, qui était en monoplace à haut niveau, enfin qui est toujours en monoplace à haut niveau d'ailleurs. Il va même aller en IndyCar Voilà, et prochainement. qui était en LMP2 et qui maintenant est indirectement en hypercar avec Lamborghini et Iron Lynx. On a d'autres équipes, hein. On a Saint-Éloque, hein, qui fait maintenant de la FRECA. Alors, eux, c'est un peu le chemin inverse, qui était en GT, qui maintenant fait de la monoplace. Mais il y a aussi des pilotes de monoplace. On pense à Ivan Klimenko qui était en monoplace et qui vient en GT3. Donc l'ascenseur, il est dans les deux sens. Et l'endurance, bah, l'endurance, elle a forcément le vent en poupe.
Et de toute façon, enfin, on va pas se mentir, on le voit aussi nous, de notre niveau, au niveau des clics, au niveau des articles et de l'intérêt que suscite la discipline. Pour, compléter ce que tu disais, on voit aussi pas mal de pilotes pros, hein, là pour le coup, qui eux font par exemple GT World Challenge et LMS. Je pense à Julien Lower par exemple, Mmh. qui est chez Rutronic, sur la Porsche, en GT World Challenge et qui est là et chez Proton et des exemples, il y en a d'autres, hein, puisque on peut voir, des pilotes, qu'on voit régulièrement en GT World Challenge comme Andrea Caldarelli ou Davide Rigone. Et même en WEC d'ailleurs, hein. Exactement, donc c'est vraiment on sait que les promoteurs travaillent énormément à l'établissement des calendriers pour éviter au maximum les clashs de dates, hein, parce que c'est et pour les équipes et même à un niveau un peu supérieur pour les marques qui souhaitent détacher leurs pilotes dans le maximum d'équipes clientes ou d'équipes, vraiment soutenues officiellement, sur les grandes épreuves comme Spa, comme le Nürburgring, évidemment en GT3. Voilà, cette réflexion dans l'établissement des calendriers pour éviter au maximum les clashs de dates entre le GT World Challenge Europe, le LMS, le WEC, l'IMSA, voire, si on pousse plus loin, le DTM pour certains. C'est aussi ça qui permet à tous ces pilotes pros de se montrer. Alors certes, ça fait des calendriers, très Bah, chargés pour certains, qui passent, du DTM, à l'IMSA pour certains, du WEC au GT World Challenge ou à l'ELMS pour d'autres. Mais c'est ce qui montre aussi la qualité de chaque championnat et le niveau qui est aujourd'hui, atteint, que ce soit en P2 ou en GT. En oui, proto ou en GT même, pour être plus large. et puis l'avantage aussi, ici là, c'est que tu as le LMP2 Pro-Am avec des pilotes bronze aussi qui ouais, enfin franchement, Qui c'est, sont mis en avant, hein, qui ouais, sont puis mis en avant. c'est suffisamment solide dans l'ensemble en termes de pilotes bronze. Donc forcément, quand tu penses à des Rodrigo Sales ou à des, John Falb, par exemple, pour citer qu'eux, ou un Giorgio Roda, bon, lui qui est un peu plus jeune, par contre, pour être pilote bronze, mais ou un François Perrodo qui a plus rien à prouver, qui a tout gagné en GT, qui brille aussi en LMP2 Pro-Am. Ça se bagarre aussi, dans cette catégorie. Puis il y a aussi un ticket à aller jouer pour les 24 heures du Mans. Et là, ce qu'on peut aussi, signaler, c'est que les titres se joueront à Portimao pour la finale, parce qu'on a tous les titres qui restent encore à jouer. Et franchement, quand tu vois les écarts, je crois que tu as 2 points entre les deux premiers en LMP2, Pro-Am, donc là c'est quand même assez serré. Et c'est la même chose dans les autres catégories. Tu as aussi 2 points aussi en GT3. Et puis du côté du P3, c'est la même chose. Tu as t'as trois équipes en 2 points. Donc, et le LMP2 n'est pas joué non plus. Donc, tout restera à faire à Portimao, parce qu'en P2, c'est AOBA ITF et Interopol qui sont bien placés, avec Panis Racing qui est juste derrière. Donc, je pense que le titre se joue entre ces trois-là, parce que Idexport, qui a connu une course difficile ici au Mugello, Ouais. est toujours en lice mathématiquement, mais avec 25 points de retard, et il reste 26 points avec le point de la pole. Ça risque d'être vraiment compliqué quand même. Franchement, une saison quand même qui reste très très ouverte. On va revenir justement, Laurent, rapidement sur cette course du Mugello pour cette deuxième partie de cet épisode de Track Limit, by Minerva Oil. C'était la manche nouvelle, donc on l'a dit, avec forcément pour certains la découverte du circuit. Les équipes sont venues tester durant l'été. Bon, les conditions n'avaient rien à voir puisqu'il faisait très chaud cet été. Là, c'était quand même des températures nettement, nettement plus fraîches, avec forcément des conditions de piste différentes. Mais très vite, on a vu dès les essais privés et après en essai libre qu'il y avait un pilote qui a rapidement mis en avant l'Oreca numéro 9 Iron Lynx Proton, c'est Matteo Cheroli, qui a été très bien imité par ses deux équipiers, Masseo Capietto et Jonas Reed. Certes, le début de course, on a vu Inter-Europol être vraiment avionesque, on va utiliser ce mot, en début de course avec Clément Novalak qui a pris la poudre d'escampette, mais après, les neutralisations ont un peu resserré le peloton. Il y a eu beaucoup de neutralisations quand même dans cette course. Avec un long drapeau rouge, on y reviendra, Laurent, après l'accrochage entre la Porsche Iron Dems et la Porsche Proton, dans la ligne droite. Une fois que la course a été relancée, Iron Lynx qui avait su revenir aux avant-postes à cet instant-là, après à contrôler la fin de course, et on a vu Matteo Cheroli, on n'avait pas trop de doutes sur sa pointe de vitesse, mais il a su la gérer la fin de course de façon exemplaire. Ouais, et Massimo Capietto aussi qui débute en LMP2 et qui fait lui aussi une belle saison. Et bon, Matteo Cheroli roule un petit peu sur ses terres, on va dire, hein, en tant que pilote italien. Mais ouais, on a une course quand même suffisamment hachée, avec pas mal de neutralisation et même un drapeau rouge, comme tu l'as dit, un accident enfin une sortie de piste pour une Porsche, suite à un accrochage. Donc là, c'est un petit peu comme, enfin,
petit peu, non, on va dire, c'est différent de ce qu'on a vu la semaine dernière en GT World Challenge à Monza où c'était un petit peu compliqué par rapport aux stratégies. Mais là, c'est la même chose parce qu'il faut gérer les virtual safety cars, gérer les neutralisations, gérer les temps de conduite et avec pas mal de neutralisation. On en attendait dès le départ. Au final, ça s'est plutôt bien passé au départ. Et dans toutes les séries. Exactement. Et c'est après où où la cagade est un peu arrivée après. Et ouais, Iron Lynx, enfin Proton, parce que c'est plutôt Proton, plus Proton qu'Iron Lynx. D'ailleurs, Iron Lynx, il y a juste le nom et Proton, c'est quand même l'équipe qui fait rouler la voiture, qui a sorti son épingle du jeu pour rafler la mise devant Algarve Pro Racing, qui a été un petit peu entre guillemets discret durant la course, avec Mathias Kaiser, Oliver Caldwell et Alex Lynn, et qui termine à 6 secondes. Et puis la troisième place pour Inter Europol. Bon, la voiture est rapide. Très rapide au début, très rapide à la fin. Très rapide tout court, mais c'est vrai que les neutralisations n'ont pas, Trop ont rapide pas forcément très été rapide ou trop rapide? Très rapide. très Euh, rapides. Très rapide. Et Et Panis quatrième, et c'est vrai que la lutte pour le titre, hein, ce que tu disais avec un titre qui se jouera à Portimao, mais c'est vrai que dans la lutte pour le titre, même si Panis Racing restait en lice, les deux équipes qui étaient vraiment aux avant-postes avant cette manche du Mugello, ben, c'est AO ITF qui fait la meilleure opération comptable, hein, puisqu'il termine cinquième. Quand la numéro 43 d'Inter Europol, où on retrouve notamment Tom Dillman et Vladislav Lomko avec Sébastien Alvarez, termine septième. Donc ils ont pris quelques points, mais au moins le suspense sera préservé. Mais c'est vrai que les favoris par rapport au classement avant le Mugello ne sont pas sur le podium. Et ce sont Lucas plus les Giot- outsiders, puisque Iron Lynx n'avait pas réalisé de résultats majeurs depuis le début de la saison. C'est leur première victoire en ELMS. Donc ouais. voilà, on a vu que la course, le déroulé de la course leur a été profitable, même si clairement la performance a été là toute la semaine. Et Lucas Giotto aussi a été bon. Tom Dillman a été bon. Encore un ancien monoplace. Ouais, exactement. Tom Dillman, qui a fait la Un ancien monoplace, monoplace. a été bon aussi. Donc, tous ces pilotes-là, forcément, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et toujours Charles Milesi aussi, toujours aussi rapide que ce soit en hypercar ou en P2. Là-dessus, bon, après, il y a la petite déception, c'est quand même la IDEC, quand même, qui abandonne. C'est les grands Ce perdants sont les du perdants, week-end. ouais, avec l'accrochage qui a impliqué la voiture de Rechat de Gérus, où là, c'est les grands perdants dans la course au titre. Et puis après, Cool Racing aussi, qui a quand même, qui était pas mal au début de course avec Fluxa, Jacobsen, Miyata, et qui a descendu après pour terminer 9e. Et puis, dans la voiture à Aoba ITF, qui termine dans le top 5 avec la voiture de Louis Deletraz, Johnny Edgar et de Robert Kubica. Bon, voilà, ça fait des points, ça sauve un petit peu, mais Avec un tête à queue de Robert Kubica en sortant des stands ouais, avec des pneus froids. en pneus froids, Ouais. et qui s'est fait surprendre, ce qui bon, pas dans les habitudes du Polonais, mais bon, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde, et bah, même malgré ce petit écart, bah, ça fait des points, et on le sait, je pense que tu le répètes assez souvent que la régularité et les points comptent énormément dans un championnat. Et bon, c'est sûr que c'est pas à cet instant de la saison où il faut faire un zéro pointé. Clairement, c'est sûr que pour IDEX, c'est vraiment la tuile, la grosse tuile, et on peut le voir dans les autres classes, hein, puisque, bah, alors certes en LMP2 Pro Am, c'est TDS, Charmil by TDS, hein, qui Ouais, s'impose. et qui met de beaux points au Qui championnat met de aussi, hein. gros points au championnat, exactement. Donc ça, c'est là pour le coup, on dit qu'il faut pas faire de mauvais résultats à cet instant de la saison, mais c'est aussi le moment où il faut en faire des très bons, et là pour le coup, c'est sûr C'est une que deuxième victoire. Après, la numéro 29 avec Mathias Bech, notamment, qui est épaulé par Grégoire Saucy, qui est encore un pilote sur plusieurs tableaux, puisqu'on le retrouve en WEC, en GT3 chez United et sur la McLaren, et avec Rodrigo Sales, hein, comme tu disais. Bah, c'est sûr que pour eux, c'est un très bon résultat, couplé à la contre-performance d'AF Corset, pour le coup, un LMP2 Pro-Am, qui eux avaient l'occasion de conclure, puisqu'ils avaient 20 points d'avance au classement. Et bon, Alessio Rovera peut-être été un peu optimiste, on ce va qui est, dire ra- ça comme ça, ce ce qui qui est est très rare, rare, effectivement. parce qu'Alessio Rovera, c'est quand même Donc, l'agence touristique, hein, quand ouais. même, qui est quand même plutôt rapide et fiable. Et Et bon, puis, pilote voilà. de pointe. Là, peut-être un mauvaise analyse de la situation, mauvais jugement. Alors, je suis pas pilote, c'est pas à moi de dire, mais bon, d'un point de vue extérieur, c'est sûr que peut-être c'était pas la meilleure décision à cet instant-là. Et ça fait 2 points. Et, et ça fait pas, surtout ça Enfin, fait 2 pas points au ça fait championnat d'écart. du coup, ça resserre D'écart. clairement les classements, puisque TDS, qui eux avaient été contraints à l'abandon à Spa, alors qu'ils avaient signé la pole position, qui avait donc pris un petit coup derrière la tête, ils reviennent bien avant la finale, et donc tout sera ouvert Ouais, et Algarve aussi, hein, pour la finale. qui fait aussi, donc qui fait deuxième en pro et qui fait, enfin en général, et qui fait aussi deuxième en pro-am, et finalement qui remonte à 8 points des leaders, donc il reste toujours l'équipe AF Corset avec Alessio Rovera, Mathieu Vaxivière et François Perrodo.
Donc là, ouais, ça va jouer et même, Proton, bon, est un petit peu décroché, mais avec 69 points, contre 86 à F Corset. Mais, entre ces 3 équipes, AF Corset, Richard Mille by TDS et Algarve Pro Racing, ça devrait batailler à Portimao. Pareil en LMP3, Laurent, les leaders du championnat qui restaient sur 2 victoires consécutives, Adam Ali et Mathieu Bell, sur la Ligier d'Euro International. 7e de la classe, donc c'est sûr que c'est pas la meilleure récolte de points quand on sait que leur plus mauvais résultat depuis le début de la saison, c'était la 4e place au Castellet, et qui restait sur 2 victoires à Imola et Spa. Bon, la course a été un peu moins à leur avantage. Ils ont dû s'arrêter dans les derniers instants de la course, alors que la concurrence ne l'a pas fait. Et ça a été une course un peu à la consommation en toute Notamment fin pour Gillian Orion, hein. pour Gillian Orion, qui on a vu lever le pied pour Mmh. être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais bon, au final, ça fait la deuxième victoire de la Ligier du Team Virage. Et Julien Gerbier et Gillian Orion, parce que Bernardo Pinheiro n'avait pas marqué les points du Castellet, donc il n'est pas au même niveau de points que ses 2 équipiers. Mais donc ils font une bonne opération pour viser le titre à Portimao. Enfin là, ça va jouer à rien parce que Euro International à 83 points, Team Virage à 82 points et RLRM Sport à 81 points. Bon, après, on a Ultimate, hein, qui est un petit peu décroché et qui peut plus jouer le titre, mais qui est quand même à une belle 4e place avec 52 points, qui marque 10 points aujourd'hui. C'est sûr que là, le titre en P3, ça devrait bien batailler entre Euro International, Team Virage et RLRM Sport. Et en GT3, Iron Lynx, qui est resté sur 3 podiums en 3 courses sur les 3 premières épreuves, abandon à Spa. Là, ça fait 2 coups durs, coup sur coup pour Axel Jeffries, Hiroshi Yamaguchi et Andrea Caldarelli. Ça va être aussi très serré, puisque Kessel Racing, avec la 2e victoire consécutive, fait une super opération, hein. Laurent Esteban Masson, qui a encore montré son niveau, qui épaule sur la voiture Daniel Serra, dont on ne présente plus le palmarès et les compétences, et Takeshi Kimura. Là encore, c'est une catégorie où il faudra batailler jusqu'au bout pour l'obtention du titre. Mais c'est vrai que là, le résultat d'Iron Lynx avec cette seule 9e place, à 2 tours, hein, la voiture, on vous le rappelle, est impliquée dans dans l'accrochage avec Alessio Rovera. Là, le 0 de Spa et ce maigre résultat de la 9e place, c'est un petit coup dur pour Iron Lynx. Bah, c'est un petit coup dur pour Iron Lynx, c'est un petit coup dur pour les Iron Dam aussi. Ça n'a pas été une bonne course pour Où là, ça a le été clan. même si, bon, pour les Iron Dam, ça a marqué 10 points quand même, mais la course a été compliquée parce que Raël Frey a touché la voiture de Claudio Schiavoni, qui est quand même on va dire, le patron d'Iron Lynx, avec Deborah Mayer, sa femme. Donc là, bon, en pleine ligne droite, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est un peu ouais, c'est un peu bizarre. Donc c'est ce qui a occasionné le drapeau rouge. Donc le pilote Claudio Schiavoni va bien parce qu'il est sorti tout seul de la voiture. Il y a pas de problème là-dessus. Il va y avoir des pénalités d'après-course, forcément. Ouais, ouais, on a vu qu'il déjà après l'arrivée, il y a pas mal de pilotes qui sont convoqués pour aller s'expliquer chez les officiels. Mais ouais, donc ça a été un petit peu la déception pour les Iron Dam. En plus, il y a eu Raël Frey était en plus, il y a eu un autre contact un petit peu plus tard dans la course pour je sais plus quoi, pour un virtual safety C'est car, ça, là. pour la mise en place d'une voiture de sécurité virtuelle. Enfin, un point de vue comptable, là, c'est un peu compliqué. Et je pense que le débriefing chez Iron Lynx Iron Dam Moi, je va être un voudrais peu, pas y être. non, non, va être un peu compliqué, je pense. Même si la Porsche, elle est engagée par Proton Compétition. Au niveau du championnat, on a 11 équipes qui marquent des points, qui sont engagées. Et on a 9, mathématiquement, 9 équipes sur 11 qui peuvent encore gagner le titre avant la finale. Donc ça veut dire quand même que c'est suffisamment serré entre les différentes équipes. Et bon, même si Kessel Racing et Racing Spirit of Le Mans, qui a marqué 8 points, enfin 9 avec le point de la pole, aujourd'hui, enfin sur ce meeting du Mugello, contre les 25 à Kessel Racing, bon, ça va être un petit peu, c'est un petit peu ce qui va faire la bagarre au Portugal entre Kessel et Racing Spirit of Le Mans. Mais attention à GR Racing, à Iron Lynx, Iron Dam, Grid Motorsport by ITF, AF Corset, Formula Racing et Spirit of Race, qui mathématiquement sont toujours dans le coup. Ça sera le pitch de cette finale de Portimao, Laurent, le mois prochain, sur le circuit portugais, hein, un circuit qui est visité régulièrement depuis plusieurs années, et qui sert de théâtre de la finale, hein. Et effectivement, donc là, toutes les équipes connaissent plus ou moins le parcours, donc il n'y aura pas comme ici au Mugello un temps d'adaptation. Là, elles seront toutes directement dans le bain pour la finale, donc qui aura lieu, Laurent, le 19 octobre sur le circuit de l'Algarve. Laurent, pour conclure, c'était bien de revenir en ELMS.
de Ouais, revoir ouais, ce championnat qui a bien évolué, quoi. C'était bien de se faire une semaine italienne avec Monza d'abord dans un premier temps. Donc là, le Mugello la semaine prochaine, ce sera le Paul Ricard avec la finale du championnat de France GT. La semaine suivante, la finale du GT World Challenge Europe Sprint à Barcelone. Donc les week-ends s'enchaînent. Et ouais, c'était franchement beaucoup de plaisir en OLMS. Je te dis, une facilité à travailler, des gens sympas, plein d'infos à récupérer. On n'a pas encore tout dit ou tout écrit du moins, parce qu'il reste encore pas mal de choses à décrypter, mais ouais, hein, pas mal de choses à faire dans les différents championnats. Donc franchement, un beau week-end. Ouais, c'est sûr que c'est des gens qu'on voit beaucoup 24 heures du Mans, mais du coup, comme tu disais, hein, l'enchaînement des dates, et forcément, à un moment, c'est comme certaines équipes, si parfois il y a des conflits de dates, on peut pas être partout. Et là, c'est vrai que de revoir les gens qu'on a l'habitude de voir, pour beaucoup en LMP2 ou 24 heures du Mans, on les voit dans le contexte LMS. C'est sûr que c'est bien, notamment pour appréhender les futurs programmes qui seront, je pense, sous peu déterminés pour la plupart des équipes, comme on vous disait. Et vous pouvez aussi lire déjà beaucoup de pistes de travail pour les équipes qu'on a pu interroger tout au long de la semaine au Mugello. Laurent, donc Paul Ricard la semaine prochaine pour le FFSA GT, la finale, et dans 15 jours Barcelone et le sprint. Voilà, c'est les deux grands rendez-vous. Avant, il y aura évidemment le mois prochain Petit Le Mans pour la finale de l'ELMS et également la finale de l'IGTC à Indianapolis. Laurent, merci pour ce nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Et continuez à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci, à bientôt.